Emmanuel Macron est un menteur. Lors d'une prise de parole, il dit aux Français qu'il supprime la redevance audiovisuelle. Mais il oublie de préciser qu'il continue de verser un chèque de 4 milliards d'euros par an aux médias du service public. 4 milliards que nous payons avec nos impôts issus dorénavant de la TVA. On veut donc nous faire travailler 2 ans de plus parce qu'il manque des milliards dans nos caisses de retraite, mais des milliards partent en fumée pour financer les copains et les coquins de l'audiovisuel public. Les coquins, ce sont ceux qui dilapident notre argent. Ils se versent des salaires énormes, engagent des projets fous comme la plateforme vidéo Salto, vouée dès sa naissance à l'échec. Un désastre, un fiasco de 170 millions d'euros de pertes nettes et aucune sanction, notamment à l'égard de la présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte. Les copains, ce sont ceux qui profitent de notre argent. Comment expliquer que le service public a donné de l'argent pour plus de la moitié des productions de Bernard-Henri Lévy, des centaines de milliers d'euros déversés en pure perte pour lui, mais aussi pour les documentaires de son épouse, mais aussi pour ceux de son principal associé? Comment expliquer cet abus de copinage de la part de la firme BHL? Le plus grand milliardaire dans les médias avec Drahi, Bouygues et les autres, c'est l'État. Et l'argent de l'État milliardaire, c'est celui des contribuables, vaches à lait, qui financent contre leur gré de la propagande 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Plus un centime pour le service public, telle doit être la mission de ceux qui veulent relever la France. Pour TVL, il s'agit, malgré les intimidations, de rétablir une information libre, authentique, exemplaire, vérifié, pluraliste, désendoctriné, TVL contre les menteurs. Pour cette action essentielle, nous n'avons pas l'argent de l'État, ni celui des oligarques ou des banques. Nous ne disposons que du soutien de nos téléspectateurs. Et nous faisons face, en ce mois de juin, à une situation très compliquée. Il y a le coût normal de la multiplication de nos programmes avec plus d'enquêtes, de créations, de nouveautés pour une télévision véritablement généraliste. Il y a le poids de l'inflation qui nous frappe tous. Et il y a aussi un vrai coup dur avec l'explosion de nos factures d'électricité. Comme vos commerces de proximité, votre télévision de proximité voit passer sa facture de 15 000 à 100 000 euros. Une facture multipliée par 6. Alors, parce qu'il faut tailler en pièces la propagande des médias du pouvoir, parce qu'il faut une alternative aux verrouillages idéologiques, ce que nous faisons depuis 10 ans. Il nous faut absolument obtenir de nouveaux moyens, financer TVL. Depuis 10 ans, TVL a fait la preuve de son utilité pour établir les vérités et confondre les menteurs. Alors, téléspectateurs et amis de TVL, bougez-vous, mobilisez-vous, financez TVL contre les menteurs. C'est la seule solution. Bonjour à tous, nouvelle émission de Tête à Clash. 4 invités, 3 sujets, un caricaturiste. Les 4 invités, on commence par eux. Hilaire de Crémier, bonjour. Bonjour. Christine Tazin, qui est bien accompagnée par son mari en coulisses. Richard de Sèze. Bonjour. Et Laurent Arthur Duplessis. Bonjour. Madame, messieurs, bonjour. Heureux de vous avoir avec nous. 3 sujets. Alors, le premier, c'est le non-abaissement de la note Standard & Poor's. Est-ce une victoire pour la France? C'est ça la question. On va revenir sur les détails techniques. Ça n'est pas sans importance parce que ça a de grosses conséquences budgétaires. On en parlera. Turquie. C'est la spécialité de Laurent Arthur Duplessis, mais pas que. Turquie, on va essayer de comprendre pourquoi Erdogan a gagné, pourquoi les pays occidentaux ont été si aveugles à une victoire qui était quand même relativement probable. Et on va aussi regarder les conséquences. Deuxième sujet. Troisième sujet, la grande contre-offensive ukrainienne qui a été annoncée par Zelensky depuis des mois, qui a du mal à se dessiner. Certains disent qu'elle a commencé, d'autres pas. Là aussi, on va en parler. Voilà, là vous avez le cadre, vous avez les invités, vous avez les sujets et il vous manque
Juste, le caricaturiste, l'homme qui met du sang sur les murs, Ignace qui est déjà au crayon et qu'on va retrouver en toute fin d'émission avec les petites merveilles qu'il réussit à nous pondre à chaque fois. Dans 1 heure de temps, rendez-vous compte. Allez, à tout de suite. Alors, Standard & Poor's, ouf de soulagement à Bercy, ouf de soulagement à l'Élysée. La France n'a pas perdu son double A. C'est pas brillant, mais c'est déjà pas mal. La question, c'est pourquoi ? Quelles en sont les conséquences? Qu'est-ce qui se serait passé? Voilà, c'est ça le cadre que j'aimerais évoquer. On parlera aussi de pourquoi les agences de notation existent, de la situation économique de la France, tout ça. Et c'est Christine Tazin qui s'y colle en premier. Christine. Eh bien, moi, ma première réaction comme ça, comme simplement... Vendredi soir, 23h? Oui, bien sûr, bien sûr. Okay. C'est de me dire, une fois de plus, les mondialistes aident Macron. Parce que si on dégrade la note de la France, c'est reconnaître que le Mozart de la finance, c'est vraiment un raté, et de le reconnaître officiellement. Il me semble que c'est déjà un message, parce que, objectivement, par rapport à la dernière, un mois avant, qui avait été un petit peu dégradée, la situation ne s'est absolument pas améliorée, au contraire, on est surendetté, rien ne va plus. Alors, ce qu'ont fait le maire Macron... 3 000 milliards, c'est ça. C'est absolument abominable. On n'est pas loin de la situation de la Grèce quand il a fallu qu'effectivement la Troïka arrive à la rescousse. Mais bon... Et donc, d'un seul coup, un mois après, oh non, finalement, ça va. Alors évidemment, on va dire que c'est le maire Macron qui ont promis, juré qu'ils allaient désendetter, qu'ils allaient effectivement faire des économies extraordinaires. Qui peut les croire ? En tout cas, pas nous, pas les Français. Donc ça veut dire qu'on fait semblant. Et moi, je me dis que on sent quand même, dans le paysage actuel français, mais pas seulement européen, qu'il y a des ébauches de révolte, de révolution. On sent qu'après l'histoire de la retraite, notamment, et l'immigration qui arrive un peu partout, les Français commencent vraiment à ouvrir les yeux et à dire c'est plus possible. Et ça, c'est une raison pour dégrader la note de la France. Non, justement, c'est une note pour rassurer les investisseurs et permettre à Macron et l'Union européenne, telle qu'elle est, de rester en place, quelque part, d'éviter une révolte, une révolution. Vous voulez dire, il vaut mieux que ça aille plus mal, plus profondément mal, pour que ça aille mieux après? Tout à fait, tout à fait. Vous auriez souhaité la dégradation de la note? C'est pas moi, mais la BCE tient à faire disparaître la France. La BCE sous l'égide des États-Unis, qui veulent effectivement que la France, l'Europe, soit complètement annihilée, réduite à Kia, effectivement. Qu'est-ce qui prend la suite? Pour ma part, je trouve que c'est une horrible mauvaise nouvelle parce que voilà, l'État français, depuis 50 ans, dépense à qui mieux mieux. On a cité un chiffre et on pourrait citer un pourcentage. C'est la France est endettée au-delà de 100% du PIB. Il y a quand même énormément de pays qui ne sont pas dans ce cas-là. Il y a un club extrêmement fermé qui sont justement ceux qui ont été follement dépensiers depuis plusieurs décennies. La France en fait maintenant partie et donc c'est sans doute un miracle que l'on doit à Emmanuel Macron et Bruno Le Maire. Mais je trouve que c'est très inquiétant en fait. Pourquoi ? Parce que si la France n'a pas eu sa note dégradée, il y a 2 raisons majeures. La première, c'est que la France est maintenant totalement assimilée à la zone euro. Et autrement dit, quoi que fassent les Français, on se dit que c'est la BCE... Elle est portée par la zone euro. Elle est portée par la zone euro. Autrement dit, elle est portée par l'Allemagne. Donc, cette non-dégradation nous inféode encore plus à l'Allemagne. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, à partir du moment où il y a des types aussi intelligents, là aussi c'est ironique, que Pisani pour proposer de taxer les super riches, à partir du moment où il y a des règlements européens qui autorisent à prélever l'épargne, on sait que les Français ont une épargne gigantesque. C'est l'un des pays où le peuple épargne le plus. Les masses
Ce qui, entre nous, traduit une petite inquiétude, parce que quand on épargne beaucoup, une grosse inquiétude, c'est qu'on se protège. Oui, oui. Mais l'État a les moyens, s'il le veut, de pomper directement dans l'épargne des Français. Donc, si on ne dégrade pas la note, c'est parce qu'on compte que l'Allemagne finira par réduire la France à sa botte, et on compte que l'État français, pour complaire à l'Allemagne, ira voler les Français. Donc c'est une catastrophe. Pour autant, si la note était passée de... alors, elle a été pendant des années à AAA. Oui, jusqu'en 2012. Voilà, ça c'est au moment de Sarkozy. Ce club de AAA, c'est 11 pays actuellement seulement. Il y en a 17 en tout qui ont soit le AAA, soit le AA+. Et donc, si la France avait été dégradée, ça voulait dire un service de la dette plus coûteux. Donc un coût global pour le pays. Sûrement. Il faut se réjouir quand même qu'elle n'ait pas été dégradée. Non, parce que de toute façon, le service de la dette est absolument insupportable. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la France est déjà endettée à 100% du PIB. Avec une dégradation, on aurait peut-être pu enfin faire en sorte que les politiques français, qui sont quand même assez nuls, parlent de la dette comme étant d'un sujet majeur et pas continuent à promettre à chaque fois de l'argent gratuit. C'est même plus que 100%. C'est 110%. Et la charge de la dette aujourd'hui est à 54 milliards. C'est-à-dire... Oui, par an. Oui, c'est ça. C'est-à-dire avec ça va devenir le premier poste de dépense. Et les taux sont à 3,4, 3,5. Et ils vont inéluctablement monter. Alors, qu'est-ce qu'a pu... c'est pour rajouter sur ce que viennent de dire les prédécesseurs, je pense que le maire a expliqué une chose à ces techniciens de la finance, c'est que la France avait bien sûr, tout marche mal, pas un seul service public ne marche correctement, mais il y a un service qui marche, c'est Bercy. Et pour prélever l'impôt. C'est-à-dire qu'en France, ça rentre. Et la charge de la dette représente à l'heure actuelle pratiquement 4% des recettes publiques. Et donc il a simplement garanti aux étrangers, pas aux Français, mais aux agences de notation. Aux agences de notation qui sont américaines et qui couvrent les fonds de pension américains. Ouais. C'est-à-dire qu'il leur dit vous pouvez continuer à investir dans des obligations françaises, parce que France, en fait, même quand ça passera à 4%, parce qu'il faut savoir qu'en plus de ça, le génial DSK avait une partie de cette dette l'avait indexée sur l'inflation, parce qu'à l'époque ça marchait bien, mais maintenant du coup ça va nous coûter encore plus cher. Mais il y a une chose que le maire et Macron peuvent assurer, c'est qu'il y a un service public en France qui fonctionne, c'est le rackettage de Bercy. Et là, ça marche très bien. Et avec Attal, qui en plus de ça rajoute, qui va en plus de ça contrôler la fraude fiscale et la fraude sociale. Okay. Et on va faire rentrer l'argent. Ne vous inquiétez pas, on sait faire. Une des raisons pour laquelle il y a eu une réaction différente entre Fitch, et Standard & Poor's, c'est qu'entre-temps, Moody's, ça a été rendu le 23 avril, me semble-t-il. Fitch, ça a été il y a un mois, et on était en pleine crise des retraites, alors que maintenant la crise, a priori, est derrière nous, ce qui expliquerait que la note ait été maintenue. C'est un des éléments de contexte. C'était pour vous donner cette info, Christine. Laura Arthur du Plessis. Cependant, il faut aussi, je crois, recadrer ça dans le contexte mondial de surendettement hallucinant à l'échelle du monde. Avec une telle exubérance de la création monétaire par les banques centrales, aussi bien américaines qu'européennes, que japonaises, et même chinoises, qu'on a, par exemple, un surendettement américain abyssal. Plus de 20 000 milliards de dollars, je crois. Et d'ailleurs, il y a eu un bras de fer à nouveau, mais très sérieux cette fois-ci, pour que l'opposition républicaine veuille bien accepter qu'on... Et elle a accepté. Oui, parce qu'autrement, il y aura un risque... Mais pourquoi il y aura un risque de défaut de paiement américain, d'ailleurs. Ça, c'est un psychodrame qu'on nous rejoue avec le même résultat à chaque fois. Mais cependant, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a une course à l'abîme mondiale. Il y a un surendettement français. Il n'y a pas encore de surendettement allemand. Mais étant donné le sabotage des Nord Stream par les Américains, la rupture d'approvisionnement gazier liée au conflit ukraino-russe, etc., l'Allemagne, justement, dont on disait qu'elle était un support
et une crédibilité pour les marchés financiers. Et l'Allemagne en est maintenant à son deuxième trimestre technique, donc de récession. Elle est en récession techniquement. Il y a 2 semestres en négatif. Et le vaisseau amiral allemand, vaisseau amiral de l'économie européenne, est en train de sombrer. Les industriels allemands commencent à déménager les usines allemandes aux États-Unis pour bénéficier de l'IRA, l'Inflation Reduction Act, qui fait pleuvoir les subventions sur les usines qui s'installent sur le sol américain. Et donc, ils déménagent les usines et les ingénieurs qualifiés. L'Allemagne a quand même un avantage pour qu'elle aille vers le redressement, c'est qu'elle a une capacité d'endettement très importante, puisqu'elle est très raisonnable en termes de budget. Donc elle aurait la capacité, puisqu'elle a un AAA, à lever de la dette pour réformer. Elle descend de plus haut, mais elle est frappée en plein cœur industriel. La supériorité économique allemande, c'est qu'elle a 21% de son secteur consacré à l'industrie, une industrie de très haute qualité, machines-outils, voitures haut de gamme. Et elle est prise entre la crise ukrainienne, le gaz, et les problèmes avec la Chine et les oukazes américains pour... Voilà. Et s'il y a bien une victime actuellement du contexte mondial, c'est l'industrie allemande. Hein. Et donc, par effet domino, l'Europe, puisque 40% de notre commerce extérieur est orienté vers l'Allemagne, par exemple. Donc, il y a des nuages à l'horizon. Et il y a une course en avant des banques centrales qui continuent à fabriquer de l'argent ex nihilo et à gonfler des bulles spéculatives boursières notamment. Et comme tout ça ne monte jamais jusqu'au ciel, il y a de plus en plus, comme le font certains économistes, des signaux d'alerte pour dire attention, les bulles vont finir par éclater. Comme elles ont toujours éclaté. Hein. Bien sûr, la bulle qui est en train de grossir de manière très forte, c'est celle de l'IA. On voit ça à Wall Street, on voit ça dans la vallée en Californie. Okay. Cette histoire, pour autant, de dégradation ou de non-dégradation selon les maisons de notation, ça parle quand même de l'endettement, certes, mais aussi des réformes à faire. Pour baisser l'endettement, vous avez décrit une économie française qui ne marche pas très bien, des services publics qui dysfonctionnent largement. Pourtant, comme il y a trop de dettes, il faut réduire les dépenses. Les dépenses de l'État, c'est de l'éducation, c'est de l'armée, c'est des services publics avec de la retraite et de la santé. Où est-ce qu'on coupe pour améliorer la situation ? Nulle part. Macron promet en permanence de continuer à arroser les Français de chèques. Voilà. Donc en même temps que Elisabeth Borne et Bruno Le Maire nous expliquent que maintenant, attention, il faut faire attention. Oui, Macron, à l'euro près, comme mais Macron continue à promettre qu'il va aider les plus pauvres, aider les moyens plus pauvres, aider les presque plus pauvres, aider les pauvres un peu, aider les moyens. Enfin, voilà. Donc on n'a pas de, c'est un puissant fond. Et une fois de plus. Mais pourtant, sans parler des dépenses somptuaires liées à l'immigration, qui explosent vraiment de toutes parts. 50 000 €, un mineur migrant isolé à l'année, c'est énorme. Vous voulez dire c'est le coût de la restauration, de l'hôtellerie et tout ça, c'est ça le prix des services sociaux et l'argent qui est distribué aux associations à migrants. Quand vous voyez les associations dont les présidents gagnent plus que Macron, donc payés par nos sous. Quand vous voyez des associations comme Viltaïs ou autres qui ont non mais nos sous, c'est énorme, c'est énorme. Si on réduit l'endettement, il faut réduire les dépenses. Mais ça, on n'en parlera pas. C'est-à-dire que c'est nous qui allons voir nos dépenses, effectivement, nos coupures, mais ils vont continuer à saisonner parce que c'est la politique européenne. Sauf que Christine, c'est un sujet de préoccupation, mais on sait bien que réduire les dépenses en France, il ne suffit pas de réduire le budget consacré aux migrants ou de réduire le nombre de migrants pour résoudre la situation. Il y a d'autres sujets à aborder. Qui va les aborder ? Quand on dit il y a d'autres sujets, ça veut dire qu'on ne touche pas celui-là parce qu'il est politiquement... Non, mais si, j'insiste. Qu'est-ce que vous proposez tous mais d'abord, il faudrait changer de gouvernement et il faudrait que les hommes politiques considèrent que la gestion en bon père de famille est une chose intelligente et surtout acceptent, parce qu'une fois plus, il y a ce déni de réalité absolument stupéfiant où
plus les services publics se dégradent, plus on nous explique qu'en fait tout marche bien. Donc l'éducation est une catastrophe, les hôpitaux sont une catastrophe, la sécurité est une catastrophe. On nous explique qu'on va embaucher plus de policiers, on nous explique qu'on va faire en sorte d'avoir un Grenelle de la santé. Donc on nous explique qu'on va plus dépenser, mais sans jamais se poser la question de l'efficacité des euros déjà dépensés. Vous appelez au retour de Raymond Barre, c'est ça, un Premier ministre qui serrerait à la vis? Oui, oui, en fait, non, mais alors, ma nostalgie est encore un peu plus ancienne. De Murville? Oui, non, enfin, un peu plus. Oui, voilà, quelqu'un qui déciderait effectivement de réindustrialiser vraiment la France, de faire en sorte de ne pas faire de cadeaux aux investisseurs étrangers, puisque tous ceux, on se félicite que les gens viennent en France. On nous explique qu'il y a énormément de gens qui vont débarquer. On nous explique qu'il y a 13 milliards d'investissements qui ont été gagnés par Bruno Le Maire. On a l'impression, voilà, qu'il sortait à peine de son lit où il écrivait ses sottises, qu'il a couru nu ou enrobé d'un drap pour séduire l'ensemble des investisseurs. Et ces 13 milliards vont produire 8000 emplois. Autrement dit, il y a un coût absolument faramineux à l'emploi créé. Mais pendant qu'on séduit les investisseurs, on pompe les Français. Donc c'est quand même ahurissant. Sans compter les subventions qu'on va verser à ces gens-là. Et ils repartiront avec... Mais ça, c'est la même tactique, c'est la tactique symétrique à celle des États-Unis, dont Laurent disait que les usines allemandes s'y transféraient. C'est parce qu'elles sont attirées par des subventions. La France se met au niveau du jeu, quoi. Les États-Unis tentent de le faire. Les États-Unis vont dépenser des centaines de milliards d'euros, là où Bruno Le Maire et Macron nous expliquent que pour gagner la bataille de l'intelligence artificielle, ils vont investir 30 milliards sur 10 ans. C'est-à-dire que c'est même pas le budget de développement d'une des majeures américaines. Absolument. Donc ce sont des nains. C'est absolument vrai. Voilà. C'est tout à fait. Laurent Arthur Duplessis. Il faut noter deux choses. L'investissement dans la défense a des effets induits considérables en économie et c'est pas un poids mort. Parce qu'en effet, ça fait travailler de nombreux sous-traitants industriels, que ça revitalise. Et d'autre part, c'est pas délocalisable. Et d'autre part, les produits de l'industrie de défense, on les exporte énormément, donc ça améliore le commerce extérieur. Merci Poutine, parce que je suis provocateur, mais... disons, en tout cas, oui, ça relance l'industrie de défense, quoique insuffisamment. D'autre part, ce qu'il faut voir aussi, il faut rendre hommage à De Gaulle, Pompidou, qui justement, par une politique d'investissement industriel, ont créé de l'emploi et de la modernité, et ça manque cruellement. Comme ça vient d'être dit, les allocations de ressources de l'État pour l'industrie sont misérables, parce que justement tout va dans les transferts sociaux, etc., l'immigration, ainsi de suite. Mais il faudrait une vraie politique industrielle pour faire des activités à forte valeur ajoutée, et un fort coefficient d'emploi, bien que l'intelligence artificielle ait limité ce coefficient maintenant, mais quand même. On voit que c'est très compliqué de reconstituer un tissu industriel qui s'est délité, et qui s'est délité très progressivement, personne ne s'en est vraiment rendu compte. Rares sont ceux qui ont crié au loup, et maintenant il n'y a plus d'usine. C'est pire, ça a été théorisé par des esprits distingués comme Jacques Attali et d'autres, qui nous expliquaient il y a 30 ans qu'il fallait justement ne plus s'occuper d'industrie et laisser ça aux pouilleux du tiers-monde, et que nous, la voie royale, c'était le tertiaire et le quaternaire. On en paye le prix de ça. Sans usine, les entreprises sans usine, le pays sans usine. On n'aura aucune solution pour réindustrialiser si on ne sort pas de l'Europe, un Frexit. Enfin, je ne vois plus d'autres solutions là où on en est. Oui, encore faudrait-il que le Frexit amène de l'attractivité sur la France. Parce que quand les entreprises s'installent, c'est qu'elles trouvent le pays accueillant. Est-ce que qui que ce soit trouve que l'Angleterre est plus accueillante maintenant qu'avant ? L'Angleterre, c'est d'autres problèmes. Non, mais c'est d'autres problèmes structurels quand même. Mais je crois que là où on en est, tant qu'on va dépendre de la BCE, mais surtout effectivement de der Leyen, on aura une politique américaine qui vise à détruire la France. C'est automatique. Et l'Union européenne nous interdit de faire des grosses structures au prétexte qu'il faut de la concurrence. Or, il faut créer de grosses structures appuyées par les finances publiques, comme avait fait De Gaulle et Pompidou, de manière à retrouver des lignes de force industrielle. Vous êtes sur la même lignée, en fait. Vous ne regardez pas il y a 40 ans, mais 60 ans en arrière. Pas du tout. D'abord, parce qu'on s'exagère très largement la manière dont De Gaulle a réussi à décider le patronat français à rentrer dans ses plans. Il y a des exemples qu'on cite
le Boeing, qui est une catastrophe économique, et il y a 2 ou 3 réussites comme le Concorde, pardon. Le Concorde, qui est une catastrophe. Il y a 2 ou 3 réussites comme le commissariat de l'énergie atomique, mais fondamentalement, en fait, quand on regarde l'histoire industrielle de la France, De Gaulle n'a jamais réussi à susciter un nationalisme financier. Je termine. Par ailleurs, c'est pas du tout les industries à haute valeur ajoutée qu'il faut faire venir. Ça, c'est le rêve de Bruno Le Maire. Je suis choqué que... bon, vous me pardonnerez, je plaisante évidemment, Arthur, mais je suis choqué que vous parliez comme Bruno. Mais on se retrouve avec une volonté de haute valeur ajoutée, alors que ce dont ont besoin les Français, c'est de produits à basse valeur ajoutée et d'industries à basse valeur ajoutée, parce qu'on s'en fiche de produire des moteurs d'avion super intelligents et des trucs aussi fabuleux que les Rafales, parce qu'en fait, on aurait juste besoin de produire des carburateurs, parce que là, pour le moment, les carburateurs, on les achète à l'étranger. Donc on a besoin en fait de petites industries. Ça voudrait dire quand même qu'on accepterait tous, pour prendre l'exemple du carburateur, que le prix de notre voiture doublerait. Qui est prêt à acheter une voiture 50 000 euros au lieu de 25 000 ? Le prix de la voiture ne doublerait pas. Là aussi, il y a une espèce de chimère sur le fait qu'on est incapable de produire à bas coût. On est capable de produire à bas coût. Et d'ailleurs, beaucoup d'entreprises en France produisent à bas coût. Tous ceux qui sont en train de travailler pour la grande distribution avec les marques de distributeurs sont des industriels qui ont appris à produire à très bas coût. Voilà. Il y a une chose Ce sera le mot de la fin parce qu'on a largement dépassé, Laurent. Ça n'a été qu'un échec apparent puisque les technologies explorées par Concorde ont nourri les exploits d'Airbus après, et Airbus écrase Boeing maintenant. Donc Concorde a été l'ancêtre précurseur d'Airbus. D'autre part, il y a eu Ariane, ce qui n'est pas un échec. Airbus qui en fait fait jeu égal avec Boeing. Enfin, je suis pas du tout, déjà supérieur à Boeing, et Boeing arrive à s'équilibrer par la puissance politique américaine. Mais sans la puissance politique américaine, Airbus serait totalement distancé. Et il y a toujours un moment où il faut amorcer l'industrie par l'appareil d'État. Et ça revient au sujet d'aujourd'hui, c'est que l'appareil d'État manquant de capitaux, pour amorcer quoi que ce soit, il faudrait s'endetter davantage. Est-ce bien raisonnable ? Et même est-ce possible ? Ils vont figer les dépenses. Et le fameux 1% qui est déjà décidé, et le 1% portera sur quoi ? Sur les dépenses militaires à tous les coups, comme d'habitude. Le 1% étant, pardon, je vous ai... on stoppe les crédits, voilà, on ouvre... Il y a une lettre de cadrage qui est partie de Matignon très récemment, qui demande à tous les ministères moins 5%. Oui, moins 5%, vous voyez. Moi, j'en étais à 1%, c'est moins 5%. Oui, parce qu'il faut... Il y a une sorte d'affolement quand même, actuellement. Allez, on en finit là, on reviendra sur ce sujet, puisqu'on aura peut-être des dégradations, puisque les perspectives sont quand même pas très joyeuses. Allez, on va se retrouver dans quelques secondes pour parler de la Turquie avec Laurent Arthur Duplessis. À tout de suite. Erdogan, élection surprise pour beaucoup en Occident, pas tellement en Turquie, 52%, donc une victoire assez large. Il y a eu l'espoir pour certains que l'opposant puisse passer, ça ne s'est pas révélé vrai. Alors on va demander à Laurent Arthur Duplessis pourquoi, et peut-être quelles en sont les conséquences. Qui est Erdogan finalement ? Il y a aussi une question là-dessus parce que certains disent que c'est un affreux dictateur. On peut aussi penser que c'est un très bon stratège. Moi, j'ai dit dans tous mes livres sur la Turquie que c'était un génie politique. Je n'adhère pas à son idéologie, bien entendu, mais son idéologie, elle va au peuple turc. Hein. Mm-hmm. C'est ce que l'Occident n'a pas voulu comprendre. Le peuple turc, c'est pas le peuple français ou le peuple américain. Et le peuple turc a vibré aux accents islamo-nationalistes d'Erdogan et a passé l'éponge sur une inflation galopante, une crise économique majeure, un pouvoir d'achat en dégringolade. L'inflation, rappelez-nous, c'est ? Officiellement, ce serait 50%, mais en réalité, c'est beaucoup plus. Et ça dépend de quoi. Mais sur les produits alimentaires, elle est quasiment à 100%. Les Turcs ont maintenant beaucoup de mal à se nourrir correctement dans les classes populaires et souvent sautent un repas, etc. Et ben, cependant, ils ont reconduit Erdogan parce que pour ce peuple turc, le plus important, c'est la fierté retrouvée de la Turquie
que Erdogan a remis la Turquie au premier plan de la scène internationale. Il a en fait finalement joué habilement de la corde islamo-nationaliste dans la campagne électorale, en faisant une synthèse habile depuis notamment 2015-2016 entre l'islamisme et le nationalisme kémaliste. Et en fait, il a réussi à s'associer avec une extrême droite laïque, et il a fait justement cette pirouette politique extraordinaire de ramener à lui en fait des kémalistes purs et durs qui sont des nationalistes et non pas des impérialistes. Juste pour recadrer, Kemal, c'est le grand dirigeant qui a amené la Turquie vers l'ère moderne et qui était un fervent partisan d'une société laïque, voilà, à l'image de l'Occident. À cette nuance près que c'est la Diyanet, le ministère des Affaires religieuses, qui pilote la religion en Turquie et qui a été institué donc par Kemal Atatürk, ce qui n'a rien à voir avec notre laïcité de 1905, dans la mesure où l'islam est religion d'État, que cette religion d'État est administrée par le ministère, la Diyanet, des Affaires religieuses, et que 120 000 officiants dépendent directement de ce ministère des Affaires religieuses en Turquie, et aussi ventilés à l'étranger, où ils sont des agents d'influence turcs à l'étranger. Donc, c'est une religion d'État. Et Erdogan lui-même est un être profondément pieux, parce qu'en réalité, Erdogan était surnommé, quand il était adolescent, l'imam Beckenbauer, parce qu'il assistait l'officiant du quartier le quartier natal, et il était très pieux, il est resté très pieux, c'est pas du tout une posture, hein. Il est resté très pieux, et en même temps c'est un champion de foot comme Beckenbauer, le champion allemand de l'époque. C'est drôle. Et c'est parce que son père n'a pas voulu qu'il soit embauché par une grande équipe de foot turque qu'il s'est lancé dans le militantisme politique. Sinon, on aurait eu un champion de foot et pas le grand leader politique. Ok. Allez, Christine. Oui, je voulais simplement aussi dire que là aussi, Erdogan a une victoire qui nous est due aussi, nous, les Européens, nous au niveau international. Vous voulez dire qu'on aurait pu influencer cette victoire et la favoriser ? Tout simplement parce qu'on lui a permis de prendre un certain rôle sur les migrants, par exemple, hein, avec le travail sur la crise en Syrie. On lui a permis de prendre un rôle important aussi dans les négociations sur l'OTAN, sur tout ce qui ce qui se passe un petit peu partout. Le chantage contre la Finlande ou la Suède, exemple, c'est ça voilà, oui. Je pense que tout ça, ça joue, et du coup, ça a permis, par le rôle des médias, de lui donner aussi une stature importante. Mais est-ce que c'est pas la stature qu'il a, parce que la Turquie, quand on regarde géographiquement, est un État clé exactement à la césure entre l'Occident et l'Orient, entre l'Ukraine pour la sortie de la mer Noire. Est-ce que finalement, il n'a pas le rôle que la géographie lui donne ? Pas seulement, de toute façon. Parce que Erdogan, c'est quand même les frères musulmans, et on les a laissés effectivement mettre un pied chez nous, allègrement, en les encourageant. Plus encore en Allemagne qu'en France. Hein. Oui, mais on ne l'a pas diabolisé. Il faut justement, dans la perspective de ce que vous venez de dire, il faut comprendre que lorsque Erdogan arrive au pouvoir, l'AKP, le parti de la justice et du développement, Erdogan, lui en 2003, l'AKP il y a un an avant. Erdogan, là où ça a été un génie politique notamment, c'est qu'il a dit, bon, on ne va plus parler comme Erbakan, notre mentor à tous, le mentor des islamistes turcs, on ne va plus stigmatiser l'Europe, l'Occident et les valeurs occidentales et la démocratie, on va dire qu'on est pour l'entrée dans l'Union européenne, qu'on est pour les libertés publiques et qu'on est en fait des islamo-démocrates comme il y a des chrétiens démocrates en Allemagne. Il y a une confusion en Occident, en assimilant islamo-démocrate avec chrétien démocrate. Moi, j'avais écrit un livre en 2005 où j'avais dit, mais Erdogan, une fois qu'il aura cassé les reins de l'armée turque, parce que l'intérêt c'était non seulement de se faire élire, à ce moment-là il fallait apaiser des classes moyennes en pleine expansion à cause de l'industrialisation galopante de la Turquie, mais
fallait aussi apaiser les Occidentaux et qu'ils disent à l'armée turque, gardienne de la laïcité kémaliste et exerçant un despotisme éclairé avec effectivement des libertés publiques très minces, voire inexistantes, il a fallu que les Occidentaux disent à l'armée turque ne renversez pas le régime Erdogan comme vous avez renversé d'autres régimes islamisants précédemment, dont celui d'Erbakan. Et Erdogan, qui avait fait 4 mois de prison, est sorti de là justement en disant on va changer de rhétorique maintenant, sinon on va retourner en prison à la première occasion. Et c'est ça son coup de génie. Et une fois, et ma prévision s'est avérée exacte, c'est-à-dire une fois que l'armée turque a été cassée par l'essor des libertés publiques que lui, Erdogan, a installées et qui ont rogné les ailes de l'armée turque, puisqu'elle avait besoin d'être autoritaire, cette armée turque. Eh bien, à ce moment-là, dans un deuxième temps, il a saccagé les libertés publiques qu'il avait lui-même instituées et il a installé ce despotisme que nous connaissons maintenant, bridant les syndicats, les médias et les enseignants. Je reprends là. Pendant la campagne électorale, il y a eu un chiffre qui m'a frappé, c'est que l'opposant a eu 60 fois moins accès aux médias qu'Erdogan et son équipe. Ça a été très marqué. Qui imagine ça en France? Ça a été très inégalitaire pour ça, effectivement. C'est complètement fou. Oui. Alors, Richard. Enfin, d'une part, je veux dire que la victoire d'Erdogan n'est pas si écrasante. Mais effectivement. 52%. Oui, 52%. Je veux dire, on est un peu loin du plébiscite, quoi. Je veux dire, c'est le score de Macron et on voit ce que ça vaut. On se retrouve avec surtout quelqu'un qui a été soutenu en permanence par l'Union européenne dans toutes ses dérives dictatoriales et quelqu'un qui, là, pour le moment, représente un danger, non seulement à cause de sa gestion de l'immigration qu'il continue à jouer comme une arme pour faire déferler des chances pour toute l'Europe, mais dont l'Europe n'a pas envie de saisir, ou en tout cas moins qu'avant, non seulement parce qu'effectivement, avec les pays septentrionaux, il exige la reconnaissance de sa politique intérieure comme étant une condition de son autorisation de rentrer dans l'OTAN. On voit d'ailleurs que ce que ça signifie qu'une politique américaine qui fait rentrer la Turquie dans l'OTAN, et donc ce qui est quand même une idée aberrante, c'est moins sa situation géographique que le pouvoir que lui ont donné les Américains avec l'OTAN qui explique le succès d'Erdogan. Et enfin, c'est quand même quelqu'un qui est non seulement à massacrer les Kurdes, mais s'apprête en fait à laisser les Arméniens se faire massacrer. Donc c'est peut-être un génie politique, mais c'est surtout quand même mais je ne parle même pas de la dictature et de la privation de liberté. Je suis pas certain que Atatürk était vraiment un grand démocrate, ni que d'une manière générale, la Corne d'Or et les Ottomans ont été un modèle de démocratie éclairée. Voilà. Mais on se retrouve avec quelqu'un qui, en fait, est un fou furieux qui passe son temps à écraser tous ses ennemis de l'intérieur et de l'extérieur. C'est une catastrophe. Ça ne veut pas dire inoffensif, hein, attention, comprenons-nous bien. Ce qu'on a observé quand même pendant en tout cas ce que j'ai découvert, moi qui connais un peu la Turquie, c'est que c'est un peuple très politique. Oui. J'ai découvert que dans les journaux, et c'est vrai que quand on va en Turquie, les journaux sont très épais, parce qu'il paraît qu'il y a 20 ou 30 pages de débats politiques à l'intérieur des journaux. Et ils sont très pas en France. épris de leur passé ottoman. Il y a des feuilletons sur les victoires ottomanes qui font fureur en Turquie, et pas seulement dans d'autres pays, puisqu'ils sont traduits dans d'autres langues dans le monde musulman. Et le peuple turc est très attaché à une histoire lointaine, parce que le peuple turc est relié à son histoire par les feuilletons, par les récits, etc. La victoire est identitaire. La victoire d'Erdogan est complètement identitaire. Et c'est pour ça qu'elle a trompé les prévisionnistes occidentaux qui ne comprennent pas ce qu'est l'identité. Ouais. Ce que je disais, il y a eu confusion à un moment dans certains esprits entre islamo-démocrates et démocrates chrétiens. Oui. Mais je sais que tout à l'heure, quand j'ai dit ça, Richard a hurlé, il m'a regardé, il m'a fusillé du regard, mais il est certain, mais c'est vrai, mais il est certain qu'il n'empêche, certains analystes ont pensé ça. Mais complètement. Et d'ailleurs, l'Occident est marqué par la philosophie d'Auguste Comte, c'est-à-dire le développement économique. Comme le doux commerce, on parlait Montesquieu, le développement économique induit la paix et l'entente à travers le monde. Et c'est cet esprit comtiste qui irrigue constamment les analyses des Occidentaux. Alors quand ils sont confrontés à l'irrationnel, entre guillemets, pour eux, l'irrationnel qui consiste à rêver de l'Empire ottoman, à en avoir la nostalgie et à affirmer un orgueil pan-turc à la face du monde, ils ne comprennent pas, parce qu'ils sont comtistes,
pour eux, tout se ramène à une équation économique. Et à partir du moment où on a la prospérité, eh ben, on se fond dans le grand tout mondial. C'est tout le problème de l'Occident, ça. Oui, qui a mal analysé la Turquie, qui a mal analysé la Chine, qui n'a pas bien anticipé. Il y en a un qui n'a pas parlé, c'est Hilaire de Crémieux. Je voudrais quand même lui... C'est fort que de nos faiblesses. De fait, il exerce perpétuellement un chantage, et un chantage aussi bien dans sa politique extérieure, que ce soit avec ces fameux migrants dont il est prêt à ouvrir les vannes pour inonder l'Europe, que sa manière même de diriger les minorités turques à l'intérieur des pays occidentaux, et sa façon de considérer que la mer Égée lui appartient, et donc il va tout faire pour, de fait, créer les incidents. Avec et il est le maître. Opposition avec la Grèce, hein. Bien sûr, mais bien sûr. Des incidents dont on a déjà parlé ici, des conflits. Où ça peut mal terminer. Où nous pouvons être concernés, et avec cette possibilité incroyable, au nom de fait du panturquisme qu'il a islamisé en plus, à la différence d'Atatürk, mais je suis là tout à fait d'accord avec vous, mais il en profite pour évidemment écraser ses voisins. Il règle le problème kurde, il veut régler le problème syrien, et il ne marche avec personne. Il se sert tantôt de Poutine, tantôt de... c'est habile, puisqu'il fournit à la fois des drones à l'Ukraine, oui, et il est celui qui parle à Poutine. Que l'Union européenne est à genoux devant ce gars-là. Enfin, c'est inimaginable. Pascal est l'esclave des États-Unis. C'est les États-Unis qui donnent les ordres. Hein. Est-ce que c'est l'Union européenne est aux ordres, finalement, le type est infréquentable, mais c'est le seul qu'il y a avec qui parler. Distribuer des milliards, on lui a donné des milliards. L'Europe lui a donné des milliards pour qu'il veuille bien retenir sur ses côtes les Syriens. Enfin, et on s'est laissé avoir par ce chantage. Et à l'appui de ce que vous venez de dire, il y a une chose dont on parle très très peu, c'est que Erdogan a financé le développement d'une flotte de guerre incroyablement puissante. Les chantiers navals militaires turcs sont dans une suractivité extraordinaire, et ils viennent par exemple de mettre à l'eau un navire amiral énorme qui ressemble à nos Mistral, nos fameux Mistral, un navire de commandement. L'industrie navale turque est capable de ça, et si Erdogan fait du forcing sur l'industrie navale militaire, c'est pas pour l'envoyer dans l'Indo-Pacifique, hein. C'est pour régner sur la Méditerranée. Bien sûr. Oui, mais là, il va s'opposer aux grands pays qui bordent la Méditerranée. A priori, il fait quand même pas le poids. Combien on a de bateaux en Méditerranée? On a combien? La France, combien d'optimistes? Voilà. Et quant aux États-Unis, lorsque la Turquie a envahi le nord de Chypre en 1974, alors qu'elle était membre de l'OTAN, les États-Unis ont laissé faire. Et depuis, silence radio, hein, personne ne remet ça en cause. Vous pensez qu'on a un risque de confrontation entre un membre de l'OTAN, la Turquie, et d'autres membres de l'OTAN? En tout cas, on a un risque de confrontation avec la Grèce, ça c'est clair, et ça de toute façon ça se produira, mais à terme, je pense qu'il y a un risque de confrontation avec les grandes puissances latines, c'est-à-dire France, Italie, Espagne, parce qu'il y a une volonté hégémonique d'Erdogan sur la Méditerranée. Mais qu'est-ce que serait, alors là il y a quelque chose moi qui m'échappe, c'est quoi ce mythe pan-turc de reconstitution d'un empire? Quels sont les pays sur lesquels la Turquie pourrait avoir du poids alors qu'ils sont tous indépendants? Tous les pays d'Asie centrale. Oui. Ils ont des minorités turques. Turcophones, oui, bien sûr. Ça va jusqu'en Chine. Le vote de la diaspora turque dans les pays occidentaux. Ils ont donné une grande majorité à Erdogan. C'est pas un hasard. C'est-à-dire que quand on parle de les gens vont s'assimiler, etc., en fait, il se passe exactement le contraire. C'est-à-dire qu'ils vivent encore plus en groupe, et que dans les pays comme la France, comme l'Allemagne, etc., ces gens-là se cristallisent sur l'islam, sur l'origine, et forment justement à l'intérieur des pays occidentaux des entités qui, le jour dit, ne seront pas de notre côté, c'est évident. Et tout à fait à l'appui de ce que vous venez de dire, les loups gris, qui sont les milices d'extrême droite laïques, disons kémalistes laïques, eh bien, font tout à fait cause commune, ces loups gris, avec l'islamo-nationalisme d'Erdogan, puisque on a bien vu dans cette élection que le noyau commun
à tous, c'est le nationalisme. Ces logris, qui ne sont pas des islamistes, qui sont plutôt des laïcs, sont finalement très contents qu'Erdogan redonne à la Turquie sa fierté pan-turque et font cause commune avec lui. C'est ça la clé, en fait. C'est la clé. Et d'ailleurs, c'est la clé qui lui a permis de gagner l'élection. L'alliance de l'AKP avec le grand parti, disons, kémalisto-panturc, et c'est ça la clé. Et finalement, c'est l'Ougrie, à partir du moment où on leur donne un orgueil national, bon, bah, l'islam, très bien, très bien. Finalement, ils digèrent. Allez, on s'arrête là, parce qu'on a vraiment débordé à chaque fois pour entamer le troisième sujet. Dans quelques secondes, merci et à tout de suite. Retrouvez et achetez les livres des invités de TVL dans la boutique de votre chaîne sur tvl.fr. La guerre ukraino-russe. Zelensky, le président du pays envahi, annonce depuis des mois une contre-offensive d'ampleur. Cette contre-offensive, on l'attend. Certains disent que ça y est, ça a commencé. On voit quand même, avec la destruction du barrage sur la Dniepr, que ça commence pas très très bien. Je vais me tourner vers vous, Laurent Arthur du Plessis. Qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion? Quelles sont les chances de réussite de l'Ukraine dans ce contexte? Eh bien, c'est l'Arlésienne, effectivement, cette contre-offensive. Et pourquoi? Je crois que le malheureux Zelensky est très embêté. Les Américains la lui demandent, parce que l'électorat américain commence à en avoir marre de tout ça. Il lui demande la contre-offensive pour prouver que c'est ça? Pour prouver que tout l'argent qui a été déversé sur l'Ukraine par les Américains, aux dépens des dépenses sociales aux États-Unis, ou des gens qui ont un boulot, couchent dans leur voiture parce qu'ils ne peuvent pas se payer un logement, ces gens et d'autres disent, mais enfin, cet argent qu'on donne à l'Ukraine, avec en plus maintenant des rumeurs de corruption qui commencent à ressortir pour l'Ukraine, parce qu'elle est énorme, la corruption en Ukraine, on le sait bien, eh bien, alors il faut un résultat. C'est-à-dire qu'il faut... Washington demande aux Ukrainiens de lancer cette contre-offensive, alors qu'ils n'ont absolument pas les moyens nécessaires en chars, en missiles, et ils n'ont pas d'aviation, pratiquement. Donc, ça va être une boucherie. Il va y avoir des F-16 Ils seront pas opérationnels avant plusieurs mois et ils ne serviront pas à la contre-offensive qui doit se tenir cet été. Et cette contre-offensive va être une boucherie pour les Ukrainiens parce que quand on attaque, il faut être à 3 contre 1. Les Russes ont organisé plusieurs lignes de défense en profondeur et ils sont bons dans la défensive et les Ukrainiens vont saigner horriblement et ils ne sont pas sûrs du tout d'avoir un résultat très important. Très pessimiste sur le résultat de cette contre-offensive. En plus, on voit moi je serais optimiste, pas de contre-offensive, l'Ukraine disparaît et on arrête avec ce problème-là. C'est-à-dire que l'Ukraine disparaît. L'Ukraine, ça vous semble envisageable ou souhaitable, Christine? Avec Zelensky, oui, c'est souhaitable, bien sûr. C'est Zelensky qui nous emmène, Zelensky et le grand frère états-unien. Évidemment, les États-Unis, ça fait 30 ans qu'ils préparent ça et qui veulent pousser effectivement Poutine et la Russie à envahir, à réagir. Du peuple qui dit on ne veut pas être russe et on veut rester ukrainien. Et qu'est-ce qu'on fait du peuple du Donbass? Et qu'est-ce qu'on fait du peuple de Crimée? Et qu'est-ce qu'on fait de tout ce peuple qui a subi pendant des années des persécutions justement du pouvoir ukrainien parce que russophone et qui a reçu sans arrêt des missiles sur la tronche, etc. Ça a duré des années. L'invasion et ça et vous souhaitez en fait moi je souhaite la victoire de Poutine clairement pour revenir à quelque chose de correct, pour défendre effectivement les russophones. Mais c'est quoi l'Ukraine et la Russie correcte? Dites-moi ça. Je crois que c'était ce qui était prévu par les accords de Minsk, que ni les États-Unis ni l'Ukraine ne se sont dépêchés de signer pour justement pousser la Russie à bout. Enfin, on a des textes quand même qui sont terribles. C'est les États-Unis qui ont fomenté la révolution ukrainienne, de 2014. Et ensuite, ils ont gagné du temps pour préparer une offensive contre la Russie et menacer Poutine en disant on va le cerner. Voilà. Donc, je vais faire circuler la parole. Vous êtes vous aussi en faveur Absolument pas. D'abord, Poutine est un agresseur.
libérateur, l'Ukraine existait, et on va pas revenir sur les 1000 ans d'histoire ukrainienne pour expliquer que le pays n'existait pas ou que c'était juste une création russe. Alors vous comprenez, la Rousse au XIIe siècle, enfin, je trouve là on a atteint un degré d'irréalité. Poutine agresse l'Ukraine, l'Ukraine se défend. Poutine a présenté ça comme une guerre de libération. On n'a pas eu l'impression que les gars étaient accueillis en libérateurs. La manière dont on dit libérer une partie du territoire ukrainien a consisté à annihiler absolument les villes prétendument libérées. Donc, enfin voilà, je suis extrêmement dubitatif sur le narratif russe. Et, en revanche, pour reparler de la contre-offensive, que cette contre-offensive ukrainienne soit compliquée d'un point de vue militaire, puisque toutes les promesses qui ont été faites, et qui sont déjà en partie satisfaites quand même, sans l'apport continuel de matériel et de conseils venant de la part de l'OTAN, l'Ukraine n'aurait sans doute pas résisté au point où elle résiste. Ce que je vois aussi, c'est que cette armée russe qu'on nous présentait comme étant une espèce de phénix, et les guerres moyen-orientales avaient, paraît-il, révélé à quel point ils étaient super puissants en matière de guerre électronique et à quel point ils étaient des génies tactiques et stratèges. Bon, là, on a l'impression quand même qu'ils sont en train de patiner dans la choucroute, la vodka et je ne sais pas quel type de yaourt ils ont sur place, mais ça n'a pas l'air de marcher avec cette espèce de génie russe qu'on nous a tant vanté. On a plutôt l'impression que c'est comme d'habitude une guerre russe avec des généraux qui sont de purs bouchers, qui se disent qu'ils ont un peuple de 130 millions et qui peuvent en fait continuer à dépenser largement le sang russe et que effectivement ils sont à 3 contre 1 vous êtes vraiment totalement opposé au point de vue de Christine. Laurent, je vous ai vu lever la main, mais Hilaire n'est pas intervenu. Hilaire, je vous cède la parole. Je crois qu'en plus de ça se complique parce que le fait, c'est devenu aujourd'hui une guerre de propagande. C'est-à-dire que ce soit du côté russe ou que ce soit du côté ukrainien, il est impossible d'avoir une estimation véritable de la réalité, chacun faisant son discours, son narratif, comme on dit maintenant, et du coup, il est extrêmement difficile de porter un jugement sur la question que vous posez, c'est-à-dire la contre-offensive et l'avenir. Il y aurait eu certainement, je pense, avant des possibilités de diplomatie, mais qui ont été écartées systématiquement. Et ça, en grande partie, je suis bien d'accord. Moi, je suis persuadé que, notamment les Britanniques, les services britanniques sont extrêmement impliqués dans la guerre en Ukraine. Mais ça, ils l'ont toujours fait. C'est une constante. Ils ne s'en cachent pas. Et c'est une constante. La question, c'est une constante dans l'entre-deux-guerres. La diplomatie, du côté russe, il n'y a pas eu d'ouverture. Et du côté ukrainien, ils disent, écoutez, on n'a rien à négocier, puisque l'agresseur devrait au minimum revenir aux frontières d'avant. Le grand danger pour nous, puisqu'il s'agit de la France, le grand danger pour nous, c'est qu'on se trouve confronté dans une guerre de propagande, où, de fait, maintenant, le chef de l'État français livre les avions du gouvernement français pour permettre à Zelensky d'aller de sommet en sommet. C'est certain que Macron a changé de position. Oui, complètement. Il essayait de négocier avec la Russie. Maintenant, il considère que c'est terminé. Complètement, c'est-à-dire que là, il y a un danger, à mon avis, parce que probablement peut-on penser que les services britanniques visent cela, c'est-à-dire arriver à un incident, un avion qui dépasse la frontière, parce que là, pour le moment, on est en train d'engager de fait des troubles à l'intérieur même de la Russie, et il suffit d'un incident, même petit. Pour provoquer quoi ? Pour provoquer le pire. Moi, je crois Vous voulez dire il peut y avoir une réponse nucléaire ou une co-belligérance, une entrée en guerre de l'Europe C'est ce que veulent les Britanniques, incontestablement. Et d'autant plus qu'ils ont quitté l'UE et qu'ils la manœuvrent comme ils le veulent. Avec des armées dont on se rend compte, à l'image de l'armée française, qu'elles sont relativement mal équipées, en retard, avec peu d'hommes. Donc quel serait l'intérêt de l'Angleterre ou de la France de rentrer, de participer au conflit directement ? Je pense que les Anglo-Saxons, c'est comme dans l'entre-deux-guerres, c'est eux qui ont refait la puissance allemande. Et tout ça pourquoi ? Pour empêcher la France d'être la puissance continentale. Et c'est cette espèce de manie anglaise d'intervenir systématiquement sur le continent et en se dégageant, parce que eux ils se sont dégagés.
je ne suis pas du tout sûr que les Anglais perdent tout sous prétexte qu'ils ont quitté l'Europe. Hein. Leurs pêcheurs sont en train de gagner sur les pêcheurs français. C'est une autre question. Mais enfin, c'est pour dire, un Britannique n'abandonne jamais l'intérêt britannique. Il n'y a que le Français qui abandonne systématiquement l'intérêt français. Voilà. Et le Russe restera toujours russe et l'Américain restera toujours américain. Il n'y a que le Français qui ne sera jamais national. Voilà. Allez, Laura Arthur du Plessis. Je rappelle juste que Gorbatchev, être paisible et sympathique, avait obtenu de James Baker, secrétaire d'État américain, 90-91, la promesse que l'OTAN ne s'étendrait pas à l'Est. Cette promesse, pour ne pas avoir été signée, en a été réelle, comme attesté par tous les témoins diplomates de l'époque. Et tout par-delà, ce que veulent pas comprendre les Occidentaux, c'est que ce peuple russe, sur cette immensité plate, a été, au fil de l'histoire, soumis à la Horde d'Or pendant 250 ans venus de l'Est, soumis aux invasions européennes venues de l'Ouest, les chevaliers teutoniques, les Napoléons, etc., et qui a dans la psyché russe ce que les Occidentaux appellent une paranoïa, mais qui est en tout cas une hantise de l'envahisseur, parce qu'ils n'ont pas d'obstacle naturel. C'est une immense plaine. Et les Occidentaux n'ont pas voulu comprendre qu'il ne fallait pas l'étendre l'OTAN, parce que ça allait exacerber cette paranoïa, entre guillemets. Et comme disait le général de Gaulle, on ne fait de bonne politique qu'avec les réalités. La réalité, c'est la psyché russe. Ça, c'est une réalité. On n'a pas voulu en tenir qui boue à l'intérieur. Alors après, l'analyse au premier degré élémentaire, c'est de dire oui, Poutine a attaqué l'Ukraine, sauf que l'Ukraine s'apprêtait à l'attaquer avant lui. Bon, mais admettons. Mais il y a tout l'amont. Et si on ne comprend pas l'amont, on ne peut pas comprendre ce qui en découle. Et d'autre part, il faut savoir que dans les théories de Mackinder, l'anglais reprise par les Américains, il faut contrôler la mitelle. Le continent eurasiatique, il faut le contrôler par justement la zone ukraino-russe. Il faut le contrôler en abattant l'Ukraine, clé de voûte de la puissance russe. Et ça a été repris par Brzezinski dans son... On avait affaire à un pays indépendant. On avait affaire à un pays indépendant qui a... Beaucoup analysent cette guerre comme la dernière guerre du XXe siècle, une guerre d'invasion, à un moment où plus personne ne fait de guerre d'invasion. Donc est-ce que Poutine ne s'est pas juste trompé d'époque ? Mais les États-Unis font une guerre impérialiste, c'est un empire, les États-Unis. Et c'est un empire qui utilise tous les moyens à sa disposition pour mettre en vassalité... Il y a pas de char américain qui rentre en vassalité. Alors les Européens sont vassaux depuis 1945 et vassaux serviles, et il fallait vassaliser la Russie. Ça a failli marcher sous Helsinki, ça. Dans la période Helsinki, la Russie était devenue vassale des États-Unis, notamment par Khodorkovsky, qui a ramené le pétrole sibérien sous la houlette des majors américaines, etc. Poutine, en arrivant au pouvoir, a mis un coup d'arrêt à tout ça. Alors du coup, évidemment, il y a une course de collision entre les États-Unis et la Russie. Voilà. Richard de Sèze. Oui. Vous êtes clairement minoritaire autour de cette table. Hein. Ça ne vous dérange pas parce que c'est déjà arrivé. Okay. Ce qui est intéressant, c'est une fois plus de se recentrer sur la contre-offensive, parce que le fait qu'il y ait une politique étrangère américaine qui soit abominable et que le doux commerce vanté par Montesquieu et que rappelait Laurent tout à l'heure, et surtout pour les États-Unis l'occasion d'affirmer une puissance politique et pas uniquement commerciale, c'est une évidence. Et donc là aussi, d'ailleurs, je trouve que l'Union européenne, qui fait semblant de croire à la mondialisation heureuse, en fait, c'est juste qu'ils ont adopté le parti pris américain de croire que le commerce est une mondialisation heureuse. Alors que dans les faits, les peuples européens sont appauvris en permanence. Et ça reste une confrontation. Voilà. Oui, et on sait que les États-Unis sont les pires partenaires commerciaux qui soient. On reparlait tout à l'heure de Boeing et d'Airbus. Il n'y a qu'à voir la manière dont ça fonctionne. Sur cette contre-offensive ukrainienne, elle dépend entièrement de la manière dont le matériel otanien va être acheminé et utilisé par les Ukrainiens. Sur la manière dont les Russes vont pouvoir accepter cette contre-offensive, c'est-à-dire l'absorber, on nous parle des lignes de défense. Autrement dit, la Russie n'a toujours pas changé de tactique et d'art opératif. C'est
on va attendre qu'ils crèvent en cours de route en rentrant sur effectivement cette plaine immense et qu'avec un peu de chance, le général Hiver fera en sorte que ça ne marche pas. Mais on est quand même très très loin d'une marche triomphale de la Russie poutinienne. Ce qui est intéressant, c'est qu'au fur et à mesure qu'on nous parle de cette contre-offensive, il y a quand même de plus en plus d'initiatives de paix, y compris de l'Indonésie, ce qui est quand même, à franchement parler, assez inattendu. C'est-à-dire, maintenant que le pantin Macron a arrêté de s'agiter en expliquant qu'il allait faire la paix, ce qui était pourtant son rôle en tant que puissance moyenne, mais il a totalement dévalué sa parole par toutes ses pantalonnades précédentes. C'est-à-dire, pour une fois qu'il disait un truc intelligent, manque de peau, il n'avait plus les moyens de sa politique. Maintenant, c'est l'Indonésie qui propose de figer le conflit. Et ça devient... la Chine aussi, c'est la position chinoise. C'est-à-dire qu'on en arrive à ce que l'Indonésie se propose, après Erdogan et après la Chine, à expliquer qu'en fait ils ont un plan pour l'Ukraine, ça prouve aussi qu'il y a une lassitude mondiale de cette espèce de conflit purement occidental. Voilà. C'est aussi la montée des BRICS qui est en train effectivement de montrer avec des pays émergents, enfin qui étaient jadis émergents et qui sont en train de prendre une stature internationale qui va mettre effectivement les États-Unis en retrait, forcément, c'est le sens de l'histoire, forcément. Et je pense que l'Indonésie intervient aussi parce qu'elle sent qu'il y a le Brésil, il y a tout. C'est un acteur inattendu. Oui, mais personne n'est même capable de situer l'Indonésie sur la carte du monde. Peu de gens, j'exagère, mais on sait que c'est vaguement sur la droite. Non, mais on ne sait pas plus. Ça veut dire aussi qu'il y a une crainte mondiale maintenant d'un dérapage. Tout le monde comprend bien que c'est arrivé à un tel degré. Et d'ailleurs, la preuve, le barrage, quel est l'auteur de... tout peut arriver. Et évidemment, je pense qu'il y a quand même des chefs d'État qui se disent on ne peut quand même pas engager la planète parce que c'est comme en 1914. C'est comme en 1914. Oui, comme en 1914, comme en 1939, où ça s'arrête. Où est-ce que le jeu des alliances et c'est à faire entendre cette voix à l'Ukraine. De l'Ukraine, personne en Ukraine n'est capable de déposer les armes. C'est pouvoir appliquer pour elle l'article 5 de l'OTAN. Donc elle est prête à créer tous les incidents qu'il faudra pour récupérer. Je parle de Zelensky, je ne parle pas nécessairement de toute l'Ukraine. Oui, il a l'air d'être bien soutenu par les... Parce qu'il a réussi à jouer la carte nationaliste comme Erdogan. Voilà. Et il n'y a que chez nous. Il paraît que c'est vendredi dernier, Macron a fait un petit discours que lui a préparé évidemment un écrivain de haut vol, pour rappeler que la France avait une histoire spirituelle. Il en était tellement loin, et donc de temps en temps, pour se recadrer, pour sortir de la tempête des retraites. C'était assez impressionnant. Ce sera sans doute le sujet d'une autre émission. Laurent, ce sera le mot de la fin. On ne parle jamais des pertes ukrainiennes. Les Russes font une guerre d'attrition aux Ukrainiens. Quand les Ukrainiens tirent un obus, les Russes en tirent 5 ou 6. Les Ukrainiens ont des pertes énormes. Ils ont une réserve démographique beaucoup plus faible que les Russes. Et c'est cette inégalité numérique qui gagnera la partie pour les Russes. Parce que de toute façon... Pour peu que les armes sophistiquées qui sont envoyées par l'Occident n'entrent pas et fassent la balance. Pour cet été, ce sera trop tard. Les F-16, ils arriveront beaucoup plus tard sur le champ de bataille. Et après cet été, de toute façon, l'opinion publique américaine voudrait que ça s'arrête, tout ça. Et puis il y a les élections aux États-Unis. Allez, vous voyez que ça nous laisse beaucoup de choses à évoquer dans d'autres émissions. On va se retrouver dans quelques secondes pour Ignace, il est déjà prêt. Il a les dessins en main et on se retrouve pour les découvrir ensemble. À tout de suite. Alors Ignace nous a produit un grand cru. Allez, je commence par celle-ci, qui était le premier sujet. Standard Zanpour. La France garde son double A et on voit Macron avec ses deux grandes oreilles en forme de A. On a toujours la couronne. Excellent. Merci Ignace, c'est vraiment merveilleux. Allez. Laurent Arthur Duplessis, avec des cheveux d'ange tout blonds.
plus tout à fait la couleur. Laurent Arthur du Plessis, Erdogan est un immense politique, mais un tout petit démocrate. Oui, excellent. Richard de Sèze, qui allait... Il sait tout juste s'il n'a pas une coupe comme ça. Richard de Sèze, Macron prétend défendre les pauvres, mais il les défend pauvrement. Ouais. Alors là, on est sur l'Ukraine, le dernier sujet, quid de la grande offensive ukrainienne, et Zelensky qui surnage depuis la destruction de notre barrage hydroélectrique, c'est tombé à l'eau pour la contre-offensive. Allez, et on finit par la Turquie. Guerre en Ukraine, Erdogan reste l'interlocuteur des belligérants, mais Macron, lui, il est trop à l'ouest. Ah, c'est très drôle, vraiment... On a de la chance de l'avoir. Hein. Allez, mes amis, vous savez ma consigne, faites des enfants et retrouvons-nous dans 15 jours avec Ignace, d'autres talents et on aura plein de choses à voir ensemble. À bientôt.